Bienvenue à ce nouveau rendez-vous lecture. La vipère de Quinton, milieu extérieur et force intérieure, est le dernier chapitre du livre La grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite et autres leçons de vie de Olivier Clerc. En partant d'une expérience liée à la biologie et à la théorie de l'évolution, faite par ce René Quinton, dont vous allez connaître un petit peu plus l'existence, eh bien, Olivier Clerc part de là pour faire des liens sur le développement personnel et le développement de la société. Alors c'est un processus qu'il a déjà pu opérer lors des précédentes métaphores, mais il le fait à nouveau ici avec intelligence et innovation. Alors, je vous souhaite une bonne écoute et je vous propose de nous retrouver à la fin pour la lecture de la conclusion du livre. À tout à l'heure. La vipère de Quinton, milieu extérieur et force intérieure. Le biologiste René Quinton, 1866-1925, père de la thérapie marine mais aussi de l'aviation civile française, héros de guerre le plus décoré de l'histoire de France, était un personnage hors du commun à bien des égards. Note de bas de page. Un jour, peut-être, un cinéaste se décidera à consacrer un film à cette figure exceptionnelle de l'histoire française qui s'y prêterait très bien. Fin de note de bas de page. Non médecin, comme Pasteur, il a cependant eu un jour une intuition remarquable qui l'a conduit à utiliser l'eau de mer à des fins thérapeutiques sous une forme appelée plasma de Quinton, lequel a sauvé la vie à des centaines de milliers de personnes. Les hasards, parfois incompréhensibles, de l'histoire font que ce personnage, plus connu en son temps que Pasteur et considéré comme un bienfaiteur de l'humanité, est aujourd'hui quasiment oublié et que le plasma marin n'est plus utilisé qu'en médecine vétérinaire, alors qu'il représente un soutien thérapeutique inégalé en médecine humaine. C'est à cette étonnante intuition de Quinton que nous allons consacrer ce chapitre, car, au-delà de ses seules, mais déjà fascinantes, applications médicales, elle est aussi, métaphoriquement parlant, porteuse de riches leçons. Alors qu'il se promenait dans les bois, par une journée d'automne, René Quinton tomba sur une vipère. Compte tenu de la température déjà assez fraîche pour la saison, ce serpent, qui aurait déjà dû hiberner, était très engourdi et bougeait à peine. Le savant le ramassa, le ramena chez lui et le déposa non loin de la cheminée où flambait un bon feu. Au bout de quelques minutes, la vipère, réchauffée par l'âtre, recouvra toute sa vitalité et sa mobilité. Elle commença même à se montrer dangereuse. Observant cela, Quinton se fit la réflexion suivante. La vie n'a pas créé la vipère pour qu'elle soit léthargique et engourdie. Si elle est ainsi aujourd'hui, c'est qu'elle est apparue à une époque où la terre était chaude en permanence, permettant à sa vitalité de s'exprimer de façon optimale. Fort de cette première intuition, il élabora l'étonnante théorie sur l'évolution des espèces zoologiques à la surface de la Terre que voici. Les toutes premières formes de vie apparurent dans les océans à une température d'environ 43 degrés, quand la Terre, au départ une boule de feu, s'était déjà considérablement refroidie. La Terre poursuivant son refroidissement, l'océan perdit lui aussi quelques degrés. Du coup, les premières espèces, qui étaient en osmose complète avec leur environnement, refroidirent avec lui. Mais la vie s'opposa à ce déclin en créant de nouvelles espèces vivantes capables de résister à cette baisse de température afin de préserver les conditions de vie originelles qui étaient optimales. Ces nouvelles espèces n'étaient donc plus en osmose totale avec le milieu extérieur. Elles possédaient désormais un milieu intérieur, distinct du milieu extérieur, reproduisant les conditions de vie initiales. Au fil des centaines de milliers d'années, plus l'océan continua de se refroidir, plus apparurent des espèces de plus en plus complexes, capables de préserver un écart de température. Note de bas de page, le milieu intérieur permet en réalité de conserver plusieurs paramètres d'origine, dont la température. Je simplifie à dessein ici. Fin de note de bas de page. Toujours plus important avec l'environnement extérieur, tandis que les espèces précédentes, comme la vipère,
étaient condamnés à subir la détérioration du milieu et à vivre une partie de l'année au ralenti. Donc, plus le milieu extérieur se dégrade, entropie, perd de son énergie, plus la vie compense cette dégradation en intériorisant ce qui a été perdu au dehors, en développant de nouvelles facultés. Plus le milieu extérieur devient froid, plus les espèces apprennent à créer leur propre chaleur. Plus la concentration saline des océans augmente, plus les êtres vivants préservent dans leur milieu intérieur la concentration saline originelle. Et, dans les grands fonds marins, où la lumière fait défaut, sont même apparues des espèces capables de générer leur propre lumière. Quinton, qui n'était pourtant pas mystique, poussa son raisonnement jusqu'à postuler que si un jour le soleil finissait par disparaître, c'est que les espèces vivantes l'auraient intégré en elles. Pertinente ou non au plan zoologique, note de bas de page, on n'enseigne généralement que la théorie de l'évolution selon Darwin, qui diffère notoirement de celle de Quinton. Je n'ai pas trouvé de critique de fond de la théorie de Quinton. Il est certain, cependant, qu'elle présentait à l'époque l'énorme défaut d'impliquer une forme d'intention dans l'apparition successive des espèces, le but de la vie, selon Quinton, étant de préserver les constantes, température, salinité, etc., du milieu originel. On sait que la science, par réaction à la religion, a tout fait pour gommer toute notion de téléologie dans l'évolution des espèces. Aujourd'hui, cependant, plusieurs scientifiques, comme Michael Denton, auteur de L'évolution a-t-elle un sens, édition Fayard 1997, apportent de solides arguments scientifiques en faveur de l'idée que l'évolution puisse obéir à une certaine intentionnalité et non au seul hasard. Le débat n'est en tout cas pas clos. Fin de note de bas de page. Cette vision offre en tout cas une intéressante métaphore de certains comportements humains. Que dit Quinton ? Il affirme qu'un être vivant se trouve tout d'abord à sa naissance ou à son apparition en osmose avec son environnement. Les caractéristiques de cet environnement deviennent donc aussi les siennes. Que se passe-t-il ensuite quand cet environnement se dégrade ? Certains êtres déclinent avec lui, faute de parvenir à développer une autonomie propre, tandis que d'autres résistent à cette dégradation et acquièrent une indépendance par rapport aux conditions du milieu extérieur, en se créant un milieu intérieur, lequel peut supporter une différence plus ou moins importante avec l'extérieur. Autrement dit, face au déclin des conditions de vie, certaines espèces effectuent un saut évolutif comparable au coup de patte salutaire que donne la grenouille non endormie pour échapper à un milieu devenu nocif pour elle. Que donne la transposition de ce principe à l'existence humaine ? Comme les espèces vivant dans l'eau, nous baignons dès la naissance dans un milieu humain présentant certaines caractéristiques. Diverses valeurs familiales, religieuses, relationnelles, politiques et culturelles y prévalent. Nous en absorbons la plus grande part, non par l'éducation ni par un enseignement explicite, mais de façon indirecte, subconsciente, par osmose avec le milieu où nous vivons. À notre insu, notre esprit se façonne ainsi à l'image, plus ou moins fidèle, du contexte environnant. Nos valeurs, nos croyances, notre conception de la vie sont ainsi en grande partie le reflet osmotique de celles dans lesquelles nous avons baigné durant l'enfance. J'ai déjà cité Pascal. Malheur à l'homme qui, au moins une fois dans sa vie, n'a pas tout remis en question. C'est en effet cette remise en question qui, seule, permet de faire le tri dans tout ce que l'on a absorbé passivement étant enfant, afin de garder d'une part ce qui sera désormais consciemment nôtre et de rejeter ce que l'on ne souhaite pas voir devenir tel. En attendant ce tri, paraissent nous appartenir des valeurs et croyances qui, jusqu'à preuve du contraire, sont avant tout circonstancielles. Serions-nous nés dans une autre famille, un autre pays, une autre culture, que nos valeurs, nos croyances et notre vision du monde seraient certainement tout autres.
À défaut d'une remise en question délibérée de ce qui nous constitue, c'est une modification de l'environnement qui peut alors servir de révélateur. Celle-ci peut advenir de deux manières. On se retrouve subitement dans un autre milieu, par exemple en voyageant dans d'autres cultures, sous d'autres cieux, ou bien l'environnement dans lequel on a grandi subit lui-même une modification rapide, guerre, dépression économique, ou lente, déclin ou évolution progressif, comme pour la grenouille. Le fils adolescent d'un de mes amis, par exemple, est parti vivre 1 an dans une famille aux États-Unis. Plongé dans ce nouveau milieu, il raconte qu'au bout de quelques mois, il avait constaté qu'il avait perdu l'obsession de l'hygiène qui caractérise notamment sa famille d'origine, au profit d'un rapport moins maniaque à la propreté. En revanche, il restait toujours aussi à cheval sur la ponctualité, contrairement à sa famille d'accueil. Ce séjour à l'étranger l'a aidé à commencer à prendre conscience de ce qui lui appartenait en propre, dans ce que ses parents et son pays d'origine lui avaient transmis, et des comportements et habitudes adoptés par osmose, mais susceptibles de disparaître dans un autre environnement familial ou social. À une autre échelle, les guerres font office de révélateurs de la présence ou de l'absence de milieu intérieur chez ceux qui les subissent. Certains se découvrent l'âme de héros et s'opposent à la sauvagerie et à la lâcheté ambiante, d'autres se mettent au diapason général, d'autres encore seront tiraillés entre ce à quoi ils aspirent et ce qu'ils parviennent effectivement à réaliser. Et nul ne peut vraiment savoir comment il agirait en pareille circonstance, sauf à avoir déjà vécu cette épreuve du feu dans une situation à peu près semblable. Toutefois, comme on l'a vu avec la grenouille, ce sont les changements lents et progressifs qui mettent le plus à l'épreuve la solidité et la constance de nos valeurs et de nos croyances. Plongée brutalement dans l'eau chaude, la grenouille donne tout de suite le coup de patte salutaire. Il est facile de réagir à quelque chose de violemment opposé à ce en quoi nous croyons. Il est plus difficile de discerner un faible écart par rapport à l'axe qu'on s'est donné, au risque qu'il devienne la norme du lendemain, puis qu'un nouvel écart anodin ne crée à son tour une nouvelle norme encore plus éloignée de la première, et ainsi de suite. Jusqu'au jour où le cumul de ces déviations mineures nous conduit à mener une existence aussi différente de celle qui était au départ la nôtre que celle de la vipère qui passe d'un climat chaud, où elle est active toute l'année, à un climat tempéré, où elle est contrainte d'hiberner la moitié du temps. Sous des angles différents et avec des éclairages complémentaires, ces diverses métaphores nous parlent au fond des mêmes choses. Comment rester conscient, comment développer, affirmer et conserver ses valeurs, comment résister à ce qui va à l'encontre de la direction que l'on s'est fixée, comment utiliser les circonstances adverses pour se renforcer. Cette histoire éclaire pertinemment notre époque. Nombreux sont ceux qui, en effet, la jugent apocalyptique, non pas au sens catastrophiste que ce terme a pris pour beaucoup, mais dans l'acception originelle du mot, révélatrice. Depuis plus d'un siècle, comme l'avait prophétisé Nietzsche dans Le crépuscule des idoles, de nombreux cadres et repères collectifs ont progressivement disparu les uns après les autres. Nombre de tabous et d'interdits sont tombés. Il ne se passe plus une année sans que soient repoussées un peu plus loin les limites de la recherche, de la morale et de l'éthique. Manipulation génétique, clonage, recherche sur l'embryon, euthanasie, brevetage du vivant, ou encore, à la télévision, violence, sexualité et extrême de la télé-réalité. L'environnement social, humain, économique, professionnel, politique, spirituel et relationnel dans lequel nous baignons, pour ne rien dire de l'environnement tout court, se modifie à un rythme accéléré, désormais perceptible d'une décennie à l'autre, et peut-être bientôt d'une année à la suivante. Ces changements nous affectent tous. Mais comment ? Il vaut la peine de se poser la question. Qu'est-ce que cette évolution me révèle sur moi-même ? À l'heure où le climat social se refroidit, suis-je comme la vipère de Quinton, qui perd sa chaleur avec le milieu ambiant, ou suis-je plutôt comme les animaux à sang chaud,
capable de conserver mon propre feu intérieur. Dans un environnement humain caractérisé par l'entropie et l'obscurcissement spirituel, est-ce que je m'enfonce dans la nuit sans même en avoir conscience, ou ai-je ma propre lumière intérieure, ma propre vie spirituelle, indépendante du contexte? Le jour, personne ne discerne les étoiles. La nuit permet de les voir briller. De manière analogue, c'est dans le froid de l'hiver que l'on distingue le mieux les animaux à sang chaud de ceux à sang froid, ceux-là étant condamnés au ralenti et à l'hibernation. De même, dans un climat social qui préserve une certaine lumière intellectuelle et spirituelle, ainsi qu'une dose de chaleur, lien social, amour, on ne peut distinguer les personnes qui brillent et chauffent de l'intérieur de celles qui, comme le phosphore ou les briques chauffantes, ne font que restituer ce qu'elles empruntent au milieu ambiant. C'est bien quand les valeurs collectives et le climat social déclinent que l'on discerne ceux qui continuent de briller et de chauffer par eux-mêmes. D'où la nécessité de se poser la question. Quand les conditions extérieures changent, qu'est-ce qui m'appartient encore en propre? Que puis-je revendiquer comme étant véritablement mien? Quelle valeur? Quelle position? Quelle opinion ou point de vue? Ai-je un milieu intérieur personnel, indépendant? Suis-je plutôt reptile comme la vipère ou plutôt mammifère? Au niveau collectif, la bonne nouvelle est que le nombre de personnes capables de résister à cette dégradation du milieu extérieur se révèle beaucoup plus important qu'on ne pourrait le penser en se fiant aux seuls médias dominants. C'est du moins ce qui ressort d'une étude conduite par 2 sociologues américains, à la fois sur une longue durée, près de 14 ans, et sur un très large échantillon de population, environ 100 000 personnes. Étude parue en français sous le nom « L'émergence des créatifs culturels » de Paul H. Ray et Sherry Ruth Anderson, déjà cités. Les créatifs culturels, ce sont des gens comme vous et moi qui ont pour particularité de s'être en partie retirés de la culture ambiante pour s'investir dans quelque chose de plus conforme à leurs valeurs. Ils ont choisi, comme vous peut-être, une autre façon de se soigner ou d'éduquer leurs enfants, ou un mode de consommation plus exigeant, commerce équitable, produits biologiques, ou encore un mode de vie différent, une alimentation plus saine, etc. En un mot, ils ont fait un choix personnel contraire aux valeurs dominantes, au moins dans un domaine de leur vie, plutôt que de suivre la tendance générale qui ne leur convient pas. Le terme de créatif culturel est intéressant et révélateur. En effet, il suggère que ces personnes qui résistent à la dégradation culturelle ambiante ne le font pas seulement à titre individuel, mais qu'elles parviennent à reconstituer, fût-ce à petite échelle, une communauté, une entreprise, un village, de nouvelles cultures, précieux pluriel en ces temps de pensée unique. C'est là un point important. En effet, si Quinton a démontré que la vie est capable de résister à l'entropie croissante de l'environnement, les connaissances plus récentes en écologie vont plus loin et indiquent que les espèces vivantes peuvent non seulement résister à l'évolution du milieu où elles vivent, mais à leur tour le transformer. Par exemple, la stabilité étonnante de composition minérale de la mer, qu'on songe un instant à tout ce qui se déverse chaque jour en elle, pluie, alluvions, déchets divers, provient de ce que les espèces animales et végétales, poissons, crustacés, algues, etc., qui l'habitent, œuvrent constamment au maintien de cet équilibre dont elles dépendent. Autrement dit, ces espèces modifient le milieu extérieur, la mer, en fonction de leurs besoins. On sait qu'il existe le même genre de réciprocité entre les plantes et le climat de certaines régions. D'un côté, le climat détermine les plantes qui poussent à tel endroit, et de l'autre, ces plantes influencent à leur tour le climat qui se développe au-dessus d'elles. L'être humain a le même pouvoir. Non seulement il peut résister à des changements sociaux contraires à ses aspirations, mais il est capable de modifier son environnement social pour le rendre plus conforme à celle-ci. C'est précisément à une telle entreprise que s'attellent actuellement les créatifs culturels, qu'ils connaissent ou non ce terme d'ailleurs, et qu'ils aient ou non conscience de mettre en œuvre un tel processus de résistance individuelle et de transformation collective. L'originalité de leur approche
par rapport à d'autres, plus politiques, est qu'elle procède tout d'abord d'un changement intérieur, qui cherche ensuite à se propager à l'extérieur. Les créatifs culturels représenteraient déjà presque le quart de la population américaine adulte, 44 millions de personnes à la fin de l'étude citée. Même si cette étude n'a pas été reproduite en Europe, de nombreux indicateurs permettent de supposer que le pourcentage de créatifs culturels chez nous est d'un ordre de grandeur équivalent. Un quart de la population, c'est un pourcentage considérable, même si actuellement cela ne se traduit pas encore par des structures sociales ou politiques susceptibles d'influencer plus directement le cours des choses, qu'on songe par comparaison au score bien moindre qu'obtiennent certains partis extrémistes dont tout le monde s'inquiète. Symboliquement parlant, les créatifs culturels sont donc une espèce à sang chaud qui s'efforce, d'une part, malgré l'entropie spirituelle ambiante, de préserver un milieu intérieur ayant sa moralité et ses valeurs propres, c'est-à-dire un certain feu intérieur, puis, dans un second temps, de propager ces qualités intérieures à l'environnement social afin de changer le monde extérieur. Rien, cependant, ne les distingue extérieurement d'autrui. Ils ne sont regroupés sous aucune bannière unique, ne font preuve d'aucune uniformité dans leurs choix, même s'ils agissent après une même impulsion, dans une même volonté de s'opposer au déclin. La plupart n'ont même aucune idée qu'on les regroupe sous cette appellation. Cette particularité, l'absence de signes de reconnaissance extérieure, donne à réfléchir. En effet, on a jusqu'ici associé la notion de mutation à une transformation extérieure, visible, des espèces, comme celle que retrace la vision darwinienne de l'évolution. Il se pourrait qu'avec l'être humain advienne le temps de mutation intérieure, c'est-à-dire affectant non pas son apparence physique, ni sa physiologie, mais avant tout sa vision des choses, sa manière de penser et d'aimer, les relations qu'il développe avec lui-même, avec ses semblables et avec l'univers tout entier. Il se pourrait aussi que cette mutation, si on peut l'appeler ainsi, doive s'accomplir individuellement, chaque personne effectuant la sienne propre, et qu'elle ne se transmette pas automatiquement à la descendance, même si une éducation appropriée peut sans conteste la favoriser. Il se pourrait enfin que ce soit la seule véritable solution aux problèmes auxquels l'humanité actuelle est confrontée. La mise en œuvre de nouvelles lois, de nouvelles technologies, de nouveaux remèdes, issus du mode de pensée qui a créé tous ces problèmes, ne peut par elle-même rien changer en profondeur, ni durablement. Le changement intérieur, une nouvelle façon de penser, d'aimer et d'agir, doit précéder et inspirer le développement de moyens et solutions qui soient réellement nouveaux et aptes à s'attaquer aux causes profondes des problèmes actuels. Jusqu'ici, nous nous sommes surtout intéressés à ce que la métaphore de la vipère de Quinton nous enseigne sur la capacité de la vie, que ce soit un individu ou un groupe, à s'opposer à la détérioration de son milieu. D'une certaine manière, nous avons mis l'accent sur l'exception émergente de la règle, quand celle-ci n'est plus acceptable. On peut aussi s'intéresser à cette même métaphore à partir du point de vue opposé. Plutôt que de mettre en évidence comment un mouton noir peut se dégager du troupeau qui fonce dangereusement vers un gouffre, s'interroger sur le pouvoir du troupeau, de l'environnement, de l'ambiance, sur l'importance du contexte, la force du nombre. De fait, la première chose qu'indique la théorie de Quinton, c'est la tendance naturelle de l'individu à être en osmose avec son environnement, à en adopter les qualités et ou les défauts. C'est ce qu'ont fait les premières formes de vie apparues dans l'océan. C'est aussi ce que font la plupart des enfants dans le milieu familial, religieux et socioculturel au sein duquel ils grandissent. Au départ, l'osmose est la règle, l'individuation l'exception. Sachant cela, il conviendrait de faire beaucoup plus attention aux atmosphères et aux milieux que nous créons, ou que nous laissons passivement se développer d'eux-mêmes, au sein de la société, à l'école, dans la famille, dans les divers contextes où nous évoluons. Si nous créons des marécages, faut-il s'étonner qu'en émergent des moustiques avides de sang ? Si nous laissons se former des nuages d'orage, pourquoi être surpris ensuite de la foudre destructrice qui s'abat ?
La règle stipulant qu'à mesure qu'un environnement donné se dégrade, la majorité des individus qui y vivent tendent à se dégrader avec lui, le fait de veiller à la qualité du milieu, de l'ambiance générale, du cadre de vie, devrait être une priorité. La personne qui vit en milieu rural et se rend pour une journée à Paris, par exemple, voit son comportement immédiatement se transformer sous l'effet du stress qui caractérise la grande ville. Elle est sur ses gardes, sa musculature est plus tendue, elle fait davantage attention à ses objets de valeur, porte-monnaie, bijoux, sac à main. De même, celui qui passe quelques jours dans un monastère, partageant la vie des moines, subira très certainement les effets de ce milieu imprégné d'une alternance de chant, de prière, de silence, de travail conscient. Dans ce cadre, soudain il ne se sent plus le même, peut-être même prend-il conscience d'une dimension qui sommeille en lui et qui ne parvenait pas à se manifester dans son cadre de vie usuel. C'est un fait. Certaines ambiances éveillent en nous les dispositions latentes les plus belles, tandis que d'autres viennent dangereusement titiller la bête qui se cache au plus profond de nous. C'est souvent avec les enfants que ce phénomène est le plus évident, leur capacité à résister aux influences de l'environnement ne se développant qu'avec l'âge. Ainsi, tel enfant qualifié de difficile, agité ou turbulent dans un contexte donné, à l'école par exemple, se montre très agréable, coopérant, facile à vivre dans un contexte différent, activités parascolaires, autre école, etc. La culture individualiste qui est la nôtre a ses avantages et ses inconvénients. Au nombre de ces derniers, on relèvera précisément une capacité très réduite à créer et à préserver des ambiances saines et stimulantes dans nos cadres de vie, d'études et de travail. On met en valeur l'individu sans se soucier du contexte général dans lequel il évolue et qui l'influence pourtant considérablement. Le mal-vivre ensemble est une des caractéristiques majeures de la vie dans la société occidentale moderne et il se traduit par des ambiances détestables dans lesquelles chacun s'efforce d'évoluer comme un aventurier dans la jungle. Si cela développe effectivement chez quelques-uns une certaine force intérieure, cela ne contribue certainement pas à favoriser la qualité de vie collective. À l'heure de la grande mode du développement personnel, il n'est pas inutile de rappeler qu'un individu sain et équilibré, ayant pris le temps de travailler sur lui-même et de se développer, n'existe pas tout seul, qu'il évolue dans un milieu social qui, lui, peut s'avérer non seulement malade, mais même pathogène pour ceux qui s'y trouvent. Oui, on peut s'opposer à la contamination par son environnement, comme on l'a vu ci-dessus, mais cette résistance a un prix. Elle requiert beaucoup d'énergie et d'efforts, qui ne peuvent dès lors servir à autre chose. À côté du développement personnel, le développement collectif ou développement social doit donc désormais être envisagé et mis en œuvre. Réussir à créer un milieu qui réponde à ses propres besoins d'individus plus épanouis, tout en favorisant du même coup l'épanouissement des autres. Favorisant, parce que l'individu est toujours libre d'accepter ou de refuser les influences qu'il subit, y compris les positives. Ce que je veux simplement souligner ici, c'est qu'il convient de travailler à la fois individuellement, j'insiste prioritairement là-dessus dans ce livre, et sur le plan collectif. Tout le monde n'ayant pas la même capacité à tirer parti des conditions adverses pour se renforcer et grandir, il est aussi important d'œuvrer à améliorer le milieu dans lequel nous baignons, le contexte général, afin de favoriser l'évolution de chacun. La métaphore de la vipère de Quinton ne devrait pas être comprise comme une vision élitiste de l'évolution, qui laisserait en arrière tous ceux qui ne peuvent s'émanciper de conditions extérieures difficiles. Elle suggère également que ceux qui ont fait œuvre de pionniers, en étant les premiers à effectuer une mutation intérieure, ont ensuite à charge de créer de meilleures conditions extérieures afin de favoriser l'évolution d'autrui. Quel chemin parcouru avec cette métaphore de la vipère de Quinton? D'abord, nous avons vu que l'environnement exerce naturellement une influence sur ceux qui y vivent, lesquels tendent à être en osmose avec lui. Ensuite, dans un deuxième temps, nous avons mis en évidence comment il est possible de s'opposer à la dégradation de cet environnement, de prendre son autonomie, de devenir indépendant du milieu, puis, dépassant ou plutôt prolongeant le propos de Quinton en l'enrichissant des découvertes effectuées depuis, nous avons montré que l'homme,
fort des transformations qu'il a faites en lui-même pour s'affranchir de son milieu, peut ensuite, à son tour, modifier cet environnement afin de le rendre plus conforme à ses valeurs et de faire bénéficier autrui de ses améliorations. « Ce qui ne me tue pas me renforce », disait Nietzsche. « Ce qui me fait défaut à l'extérieur, je le développe en moi », disait à sa manière Quinton. Ce que j'ai développé en moi, je le communique autour de moi pour que chacun en profite, ont démontré les Jésus, Gandhi ou Mandela de l'histoire. Être influencé, puis influencer à son tour, s'individualiser pour ensuite enrichir l'ensemble, se hisser au-dessus des autres, puis les tirer vers le haut. Ce sont ces va-et-vient permanents entre l'individuel et le collectif qui donnent à l'évolution ses alternances et son rythme. Ceci était donc la dernière métaphore de ce que je trouve être un excellent livre. Et je vous propose maintenant la lecture de la conclusion qu'en fait lui-même Olivier Clerc. Conclusion, cuit ou pas? Nous voilà arrivés au terme de ce voyage en allégorie en 7 escales. J'espère qu'il vous a donné le goût de la métaphore et qu'il vous a fait entrevoir les enseignements que nous pouvons tirer de phénomènes naturels, pour peu que nous prenions le temps de les observer. La nature est un grand livre, tout y est symbole, tout parle à celui qui apprend petit à petit à en déchiffrer le langage, à lire les correspondances entre toutes choses. Là où certains ne voient que hasard et chaos, d'autres distinguent ordre et sens. Des phénomènes qui, aux yeux de certains, semblent distincts, séparés, sans rapport, peuvent se révéler à nous étroitement liés, connectés, interdépendants. Les symboles, les métaphores, nous aident à recréer du lien, à nous relier, consciemment cette fois, au monde qui nous entoure. Ce n'est pas un hasard si l'on assiste aujourd'hui à un regain d'intérêt très vif pour les rituels. Livres, articles, ateliers sur ce sujet se multiplient, à l'usage personnel, familial ou professionnel. Les rituels se fondent précisément sur les symboles et les liens. La bougie que nous allumons symbolise la flamme de l'esprit que nous désirons éveiller en nous. Les objets que nous enterrons représentent des éléments de notre passé dont nous souhaitons nous défaire. L'arbre que nous plantons évoque une nouvelle création, un nouveau départ. Chaque geste que nous exécutons lors d'un rituel trouve sa correspondance à l'intérieur de nous. Plus nous devenons conscients que tout est lié, relié, connecté, plus nous sommes naturellement enclins à utiliser ces liens, grâce au rituel, pour favoriser une transition, marquer des temps forts, faire un deuil ou célébrer un heureux événement. La première étape de notre cheminement est donc la conscience. À une conscience actuellement très mentale, analytique et narcissique, comme Narcisse, l'homme contemporain est actuellement absorbé dans la conscience de lui-même que lui confère sa capacité à réfléchir, nous devons substituer une conscience plus intuitive, sensible, profonde, qui ne s'arrête pas aux apparences, qui franchissent la surface réfléchissante du miroir mental pour accéder à une perception du monde plus riche, plus complète. Narcisse qui contemple son reflet dans l'eau et finit par y tomber et se noyer, voilà encore une belle métaphore pour conclure. Savez-vous que c'est à Narcisse que l'on doit les termes narcose ou narcotique, ce qui endort, ce qui illusionne, le sommeil de la mort? On plante des narcisses sur les tombeaux. Le choix de la conscience, c'est donc préférer l'éveil au sommeil, refuser l'abrutissement et l'endormissement, préférer la vie au paradis artificiel, aux univers virtuels. C'est le choix de nous ouvrir à autrui, de recréer du lien, alors que tant de gadgets aujourd'hui concourent à nous isoler les uns des autres dans des bulles artificielles. Oui, Narcisse doit mourir.
mais mourir à une existence limitée, inconsciente. Oui, il doit traverser son reflet, briser le miroir de l'eau, mais pour accéder à une autre dimension, à une plus grande conscience que la seule conscience du moi. C'est par son cortex, son mental, que l'homme a pris conscience de lui-même et s'est différencié du monde animal. Mais cette individuation n'est pas une fin en soi, pas plus que l'isolement de la chrysalide dans son cocon. Elle est le prélude d'une nouvelle participation au monde, une fois le cocon déchiré, une fois le mental dépassé. Les divers yogas, la prière, la méditation et la contemplation libèrent en nous d'autres possibilités, actionnent d'autres perceptions et éveillent des fonctions latentes qui nous permettent de transcender notre ego. Alors, au bout du compte, sommes-nous déjà à moitié cuits? Sans doute pas encore, mais le feu est bien allumé sous la casserole. Allons-nous finir comme la grenouille ou nous libérer comme le papillon? Mourrons-nous étouffés dans l'œuf ou allons-nous en briser la coquille, forts de ce que nous aurons conquis intérieurement? Ferons-nous un saut évolutif ou, comme la vipère, resterons-nous des reptiles spirituels? Si ce choix appartient d'abord individuellement à chacun, il sera aussi influencé par la proportion de gens parmi nous qui auront choisi l'option évolutive plutôt que l'entropie mortifère. Il est fort probable que, passé un certain nombre d'individus transformés, la masse critique, le changement devienne plus facile pour tous les suivants, tout en restant tributaire d'une décision consciente de la part de chacun. Comme nous l'avons appris du bambou chinois, il se pourrait alors que les changements invisibles que beaucoup de gens s'efforcent d'accomplir aujourd'hui aboutissent à une transformation extérieure surprenante et rapide, le moment venu. C'est l'espoir qui m'anime et le vœu que je forme. Voilà donc ce livre clôturé. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il va alimenter encore vos réflexions. Et je peux déjà vous dire que je vous proposerai très prochainement, sans doute, la lecture d'un autre livre d'Olivier Clerc, qu'on pourrait vraiment dire qui est la suite logique de La Grenouille. Et ce livre, c'est celui-ci. Il s'appelle « Même lorsqu'elle recule, la rivière avance ». Ce livre, je vois qu'il est actuellement très difficile à trouver à l'achat sur Internet ou dans les librairies. Donc, je me ferai un vrai grand plaisir de vous en proposer la lecture. Donc, à très bientôt, pour d'autres lectures peut-être aussi, et pour la suite des réflexions proposées par Olivier Clerc. À très bientôt. Et bien sûr, si ça vous a plu, pensez à liker, à partager, c'est très important. Si vous aimez mes vidéos, faites-les connaître et abonnez-vous. À très bientôt.